La communication que je vous propose s'intitule « Pour une compréhension du corps comme enjeu politique à travers la littérature, corporalité et corporéité dans les récits des guerres de Vercors ». L'écrivain français Vercors est aujourd'hui connu comme l'un des représentants majeurs de la résistance intellectuelle française pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment par son célèbre récit « Le silence de la mer » de 1942 et par son engagement à la tête de la maison d'édition clandestine, les éditions de Minuit. Vercors n'a vécu ni la déportation ni l'internement. Il a pourtant consacré une grande partie de ses récits de guerre à l'univers concentrationnaire. Des textes, des circonstances qui dénoncent par la fiction l'entreprise nazie à un moment où les camps étaient encore ignorés ou peu connus d'une grande partie de la société française. Ce récit s'articule autour des hommes devenus des corps, réduits au purement physique, sensoriel, qui voient même altérer leur fonction humaine par les violences subies. L'emprise sur le corps, le temps et l'espace conforment dans ces textes un univers unique qui vise la destruction de l'être humain dans sa corporalité et par là même dans sa corporéité. Pour rendre compte des formes que ces systèmes complexes prennent dans la fiction vercorienne, nous bâtirons notre analyse à partir des pensées de deux figures majeures du XXe siècle, parce qu'elles ont des terrains pour l'étude et la compréhension de l'homme moderne, Michel Foucault et Emmanuel Levinas. Nous nous servirons fondamentalement du concept foucaultien de biopolitique, retravaillé par Georges Agamben au sujet des camps, ainsi que des concepts lévinassiens d'enchaînement et d'excédence, proposés dans son célèbre essai « Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme » de 1934. Le camp est défini par Georges Agamben comme l'institutionnalisation même d'un état d'exception, devenu la règle. Dans ce mode spécifique d'exercice du pouvoir, la vie des internés se confond avec la norme, qui semble même la remplacer. Ce bouleversement dans l'exercice du pouvoir, cette emprise du système sur la vie humaine, trouve une réalisation particulière dans les textes littéraires qui se consacrent à rendre compte du camp. Ceux-ci se construisent sur une nouvelle conception du temps, de l'espace, et puisque la vie est le principal enjeu, sur un nouveau traitement du corps, véritable protagoniste de ces publications. La conception hitlérienne de l'homme, remarque Levinas, fait des dimensions du corps et du temps une seule, dans un espace physique et symbolique, le camp, qui empêche son évasion, son excédence. L'homme, ne pouvant plus échapper à soi-même, devient ce qu'il appelle un être rivé, un être qui a pourtant besoin de sortir de lui, de s'évader. La particularité du nazisme et de sa cruauté est qu'il abolit la possibilité de sortir de l'être, ramenant l'homme continuellement à son corps biologique. Dans cette logique, les camps nazis pourraient s'envisager comme l'application politique de cette philosophie de l'hitlérisme. L'homme y est réduit à son corps et tout s'organise pour lui faire sentir son enchaînement et lui faire comprendre l'impossibilité de s'en évader si ce n'est pas par la mort. Brutaliser le corps devient pour le régime le moyen de brutaliser l'identité de l'homme, la liberté de l'esprit. Cette abolition de la dualité s'exprime par la violence extrême sur le corps, par la douleur pour faire comprendre à l'interné, je cite Miguel d'Abansour, l'inévitable échec de la révolte de l'esprit, l'enfermement inéluctable. Fin de citation. Les récits de Vercors qui mettent en scène les camps sont dans ce sens des récits à même la peau, des récits qui s'articulent autour des hommes devenus des corps, réduits au purement physique, sensoriel, qui voient même altérer leurs fonctions humaines par les violences exercées contre leur chair, contre leur âme. Et ceci à l'intérieur du camp, comme c'est le cas de la nouvelle Leçon, publiée en 1944, ou dans l'après-camp, comme c'est le cas de Les armes de la nuit, nouvelle publiée en 1945, et qui traite du difficile retour des rescapés après la guerre. Ces deux ouvrages, qui se déploient dans des contextes temporels différents, pendant et après l'internement, restent liés dans la réduction des personnages à leur corps par la violence qui arrive à transgresser le purement physique pour atteindre le mental. Ainsi, la première scène du songe est celle du personnage narrateur qui tourne péniblement dans un espace éternellement circulaire, où il se rend compte soudainement qu'il n'est pas seul, mais qu'il y a devant lui, je cite, une forme fuyante, un peu dansante et dégingandée, grisâtre et silencieuse. Fin de citation. Présence imprécise, même immatérielle, il arrive finalement à constater qu'il s'agit, je cite, d'un corps d'un homme affreusement maigre. Celle-ci
n'est que la première appréciation d'une narration qui se limitera presque exclusivement à décrire chacun des détails de ces corps, qui frôlent la décomposition et qui font l'objet d'une scrupuleuse observation, se traduisant sur le plan textuel par des longues descriptions physiques. Des gros plans se construisent et se concentrent spécialement sur les visages des internés, dont les détails ne manquent pas de surprendre le lecteur. Annette Becker remarque d'ailleurs que dans les témoignages des survivants, il existe un intérêt spécial et une insistance sur la description du regard et du visage en général, car, je cite, « Les deux caractéristiques premières de l'être humain, sa frontière, ce qui le différencie de l'animal, sont les premières à craquer. » Fin de citation. Les yeux, le regard, reviennent en effet presque de manière obsédante dans le discours du narrateur du songe. Je cite, « Les yeux ressortaient au point qu'on s'attendait à ce qu'ils roulassent comme des billes, et le blanc était tout griffé. Le visage semblait avoir subi une catastrophe inexplicable. Les yeux ne laissaient voir qu'une pupille fiévreuse, noyée dans une conjonctive rouge comme une plaie. » Fin de citation. Le vieillissement accéléré de la peau empêche même de déceler l'âge de ceux qu'ils croisent, devenus tous une masse uniforme, enchaînée à un corps qui les dégrade. Par ailleurs, la nudité, la vision directe du corps souffrant, prive l'interné de toute intimité. Celle-ci acquiert de même une valeur symbolique. Il s'agit, dans les mots de Lévinas, je cite, « de la nudité de notre être total dans toute sa plénitude et solidité. » Fin de citation. C'est-à-dire une nudité qui va au-delà du purement physique. David Rousset évoquait ce sentiment dans l'univers concentrationnaire. Je cite, « tout un peuple nu, intérieurement nu, dévêtu de toute culture, de toute civilisation. » Fin de citation. L'homme, dans le songe, est exposé aux autres, et c'est sent plutôt comme propre leur corps tordu, déchiré, frisé, creux, gonflé, sanguinolent, et maints autres adjectifs qui finissent par faire tourner les images du songe au cauchemar. L'excédence théorisée par Lévinas semble trouver la seule possibilité de réalisation dans la mort, la seule issue de l'être vivant qui puisse être envisagée dans un contexte pareil. Le narrateur ne manque pas d'ailleurs de remarquer la libération que celle-ci suppose quand elle arrive et dont le corps rend compte encore une fois. On l'emporte sur une civière. Un drap recouvre entièrement son corps raidi. Pourtant, je vois, sous le lisseux, son visage blafard, son visage qui sourit. Mais, ce n'est plus désormais le même sourire. Ce sourire-là est heureux. Je sais que c'est à moi qu'il est destiné, comme un signe fraternel, comme un message d'espérance. Anxieux de trouver la mort, il s'est dit, tout comme les autres hommes qu'il a croisés, incapable de se coucher et mourir, de fléchir devant la violence. Cependant, cette volonté du personnage n'est nullement attribuée à une attitude humaine quelconque, mais à une sorte de fureur animale qui fait l'homme se rébeller constamment. En 1944, Vercors esquisse déjà celle qui sera la grande question qui s'est posée à l'issue de la guerre et à la découverte des camps nazis. Est-ce possible pour l'homme d'être réduit au statut d'animal ayant vécu une expérience pareille? Est-ce possible de perdre toute humanité? Il est très tôt pour voir dans ce texte, issu de l'immédiateté de la dénonce, une interrogation de la sorte. Vercors concède d'ailleurs à son personnage principal des moyens d'excédence, qui affirment l'existence de l'homme au-delà du corps par le rêve, la capacité de cogiter, de penser, de sentir l'ailleurs, le dehors du camp. Cette nouvelle se trouve cependant à l'origine d'un long processus de réflexion théorique et fictionnelle dont les interrogations et doutes au sujet des conséquences de l'expérience nazie seront explicitement posées dans sa nouvelle de 1945, Les armes de la nuit. Ce récit, qui se développe dans le contexte de l'après-camp, mettra sur la table la nécessité de penser aux répercussions d'une expérience pareille, non seulement pour ceux qui l'ont vécu, mais aussi pour l'homme en général. Dans ce deuxième texte, l'emprise de la violence sur le corps continue même au-delà du camp et prend forme non seulement dans les marques physiques évidentes après un tel traumatisme, mais spécialement dans l'effet d'une possible reconnaissance du prisonnier. Éprouvante journée. Le choc d'abord de trouver son nom. Je n'en espérais plus. Le choc ensuite de ne pouvoir le reconnaître.
Il me sourit en me voyant. Je ne reconnus pas même son sourire. Je ne sais plus ce que je lui dis. Je n'ai pas dû savoir lui cacher mon trouble. Fin de citation. Dans ce récit de l'après-Kant, le texte littéraire va au-delà du corporel, du purement matériel, devenu finalement ce qu'il faut sacrifier pour survivre. La dualité et la séparation corps-esprit est plus marquée que jamais, condition indispensable pour atteindre l'excédence effective. Je cite. J'ai pensé, à peine, bon, ça ou autre chose, vous savez, le corps, la dépouille. On apprend vite là-bas à la considérer pour ce qu'elle est, un amas de cellules pourrissantes. L'esprit s'affine dans la douleur. Surtout, il devient la seule chose qui compte, tout à fait la seule digne de respect et d'amour. Fin de citation. Le corps physique maltraité perd progressivement toute son importance et sa présence textuelle face à celle qui sera la grande victoire du système nazi, l'anéantissement de l'esprit des internés. Le corps devient ainsi, comme le personnage vercorien le dit, une simple dépouille, simple protection de ce qui est fondamental, de ce qui permet à l'interné de s'évader. L'attente de ce que Vercors définit comme le refuge inviolable de l'homme est identifiée par son personnage comme la clé de sa déshumanisation, de sa séparation de l'espèce humaine. Les souffrances corporelles dépassent la chair pour arriver à anéantir l'âme et l'esprit des internés, qui se retrouvent dans un état de dissolution mentale. Le personnage de Vercors constate la pire conséquence de son assujettissement, la perte de sa qualité d'homme. L'écrivain consacrera le reste de la nouvelle, ainsi que sa suite La puissance du jour, à lui donner des clés pour faire effective la réappropriation de cette qualité qu'il sent avoir perdue. Le corps se présente ainsi dans ces deux récits de guerre vercoriens comme un enjeu politique, exploité par la brutalisation et la violence, et par là, il devient aussi un enjeu littéraire majeur. Le texte participe de la dénonciation par un compte rendu exhaustif des conséquences corporelles de cette violence et travaille la dualité corps-esprit dans ce contexte d'exception, dans le but d'accéder à une meilleure compréhension de l'univers concentrationnaire et de ses conséquences pour ceux qui l'ont subi. Merci de votre attention.